Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi. Il est pour les 5 prochaines années le 9e président du Burkina Faso. En Guinée, l'OMS annonce la fin de l'épidémie d'Ebola. Pour ce, il aura fallu 6 semaines après la guérison du dernier patient. Au Nigeria, Maïdougouri frappé de nouveau par un attentat suicide. L'échéance fixée par le président Muhammadu Buhari pour vaincre Boko Haram bientôt atteinte. Bonsoir chez vous, tout un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle séquence d'informations sur Sika. Au Burkina Faso, le nouveau président élu a été investi ce mardi, mettant ainsi fin à la transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment au Palais de la Culture Ouaga 2000 devant plusieurs de ses pairs africains. À 58 ans, il prend donc la tête du Burkina Faso, pays à l'histoire ponctuée de coups d'État pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il devient ainsi le 3e chef d'État civil sur les 9 qu'a connu donc ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sur les 8 dirigeants que le pays a connus depuis son indépendance en 1960, seuls 2 ont été des civils. Aussi, lundi, le Parlement intérimaire et le gouvernement de transition ont donc rendu leur démission. Le gouvernement de transition de 26 membres, dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida, avait été mis en place après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en octobre 2014. Il avait donc pour mission principale de conduire le pays vers un retour à l'ordre constitutionnel normal. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. En attendant, ce journal se poursuit au Niger après le rejet par la Cour de cassation de la demande de mise en liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou. Ses avocats ont saisi la Cour d'appel de Niamey. L'appel a été donc jugé lundi et le délibéré est renvoyé au 11 janvier 2016. Les avocats de l'opposant et ses partisans font de l'espoir que donc la liberté provisoire sera prononcée en sa faveur, car les auteurs sont tous en liberté provisoire alors que Hama Amadou n'est qu'un présumé complice. Reportage avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Les avocats de l'opposant Hama Amadou ont plaidé ce lundi 28 décembre 2015 devant la cour d'appel de Niamey. Ils ont défendu la demande de mise à liberté provisoire de leur client après son rejet il y a quelques semaines par la cour de cassation. Que la cour a décidé de rendre sa décision le 11 janvier prochain, Inch'Allah. Et nous fondons beaucoup d'espoir qu'une place pour une fois, en ce qui concerne le président, soit réservée de façon particulière au respect de la règle de droit. Les partisans d'Hama Amadou placent leur confiance en la justice nigérienne. Ils fondent l'espoir qu'il sera libre le 11 janvier prochain et qu'il sera le prochain président de la République du Niger. Je suis derrière sur Hama Amadou. Demain, aujourd'hui, après-demain et jusqu'à mort. Les Hama Amadou là, vraiment, c'est lui le futur président au Niger. C'est lui le futur président au Niger. Hama Amadou est incarcéré depuis le 14 novembre 2015 à la maison d'arrêt de Filengue. Il est poursuivi pour complicité de supposition d'enfants. Lundi dernier, il avait été entendu depuis son lieu de détention par des enquêteurs relativement à ce qu'il est convenu d'appeler désormais la tentative de coup d'État avortée du 18 décembre 2015. La Guinée est officiellement débarrassée de l'épidémie d'Ebola, on peut le dire, car l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce mardi la fin de la transmission d'Ebola 6 semaines après la guérison de son dernier patient, un nourrisson né avec le virus. Suivez. Le virus Ebola tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Il figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un pays est officiellement exempt de transmission d'Ebola au bout de 2 périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation du virus, sans nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. Et c'est pour avoir passé cette étape que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la Guinée exempte de la transmission. Au moment où nous parlons, ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né
et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo, à Conakry. Le petit corps héroïque de cette fillette a vaincu la maladie, le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. Et pour pallier une éventuelle récidive, des dispositions sont déjà en train d'être prises. Nous allons vacciner les personnes qui seront autour des survivants pour les cas guéris dont les familles et l'entourage n'ont pas encore bénéficié. Toute la santé commence d'abord par le lavage des mains, le lavage corporel, les domiciles, les latrines et la manipulation correcte des corps. Les festivités officielles débuteront mercredi matin avec une cérémonie en présence du président Alpha Condé et des 53 partenaires dans la lutte contre l'épidémie. Et les célébrations se poursuivront dans l'après-midi avec un concert mémorial Bye Bye au revoir Ebola, rassemblant des artistes africains de renommée internationale pour saluer les efforts du peuple de Guinée. Au Zimbabwe, les fonctionnaires menacent de se mettre en grève dès janvier et à la base, le non-paiement de leur salaire et de leur bonus annuel. Des milliers de fonctionnaires ont en effet entamé leurs vacances de fin d'année sans recevoir les salaires qui sont d'habitude versés mi-décembre. Le ministre zimbabwéen des Finances à travers un communiqué présenté ses excuses pour toutes les gênes causées. Il a assuré que les salaires seraient versés prochainement. L'économie zimbabwéenne, il faut le dire, est en crise depuis que le président Robert Mugabe a entamé un processus de réforme agraire expulsant la plupart des fermiers blancs. Puis, il faut dire que du côté de l'Angola, pour la 11e journée consécutive, les transports publics étaient paralysés par une grève ce mardi. Eh bien, grève initiée par les employés de ce secteur d'activité pour exiger le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire. Ils exigent par ailleurs une garantie de continuité et de ponctualité pour le paiement de leur salaire à venir conformément à la loi. Puis au Nigeria, selon un responsable de l'agence de gestion des situations d'urgence NEMA et l'armée, 8 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dimanche dans un attentat suicide perpétré par une femme à Maïdougouri. Et ceci à quelques jours du délai que s'était fixé le président Muhammadu Buhari pour vaincre l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Voici le reportage. Plus de 50 personnes ont été tuées au cours des dernières 48 heures dans plusieurs attaques menées par Boko Haram dans le nord du Nigeria. Ces attaques interviennent à quelques jours de la fin du délai que s'était fixé le président Muhammadu Buhari pour vaincre l'insurrection du groupe islamiste. Selon un responsable de l'agence de gestion des situations d'urgence NEMA et l'armée, 8 personnes ont été tuées et 7 blessées dimanche dans un attentat suicide perpétré par une femme à Maiduguri, grande ville du nord-est du Nigeria. Un bilan confirmé par un porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Ousmane. En effet, la kamikaze, âgée d'une vingtaine d'années et déguisée en réfugiée, s'est glissée parmi un groupe de réfugiés arrivant dans la ville, surtout des femmes et des enfants. Alors qu'ils étaient arrêtés à un poste de contrôle en banlieue de Maiduguri, la kamikaze a déclenché ses explosifs, a déclaré le coordonnateur local de la NEMA, Mohamed Kanar. Même si l'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, elle porte toutefois la marque du groupe islamiste Boko Haram qui recourt fréquemment à des kamikazes, notamment des femmes et parfois des enfants. Les insurgés islamistes, mis sous pression par l'armée nigériane sur le plan militaire depuis plusieurs mois, ont multiplié en riposte les attaques contre les civils dans les zones urbaines. Le tout dernier attentat attribué à Boko Haram a eu lieu samedi à Fotokol, au Cameroun, près de la frontière nigériane. Rappelons que Boko Haram est apparu à Maiduguri en 2002, avant de déclencher en 2009 une insurrection qui a fait plus de 17 000 morts et 2,6 millions de déplacés. Mais contrairement à son prédécesseur, Goodluck Jonathan, le président Muhammadu Buhari a réussi à reprendre des territoires à Boko Haram. Le pays a également vu une diminution du nombre de raids meurtriers qui ont décimé des villes et des villages.
En Gambie, le Parlement a adopté une nouvelle loi réprimant pénalement l'excision. La loi a été votée lundi soir à une large majorité. Elle prévoit en fait des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 années et ou d'une amende de $1 300. Elle intervient un mois après une déclaration du président Yahya Jammeh prohibant la pratique très répandue dans le pays. Précisons qu'aucun texte spécifique sur l'excision n'existait en Gambie jusqu'alors. Puis au Pakistan, le nord-ouest du pays a été ce jour même le théâtre d'un attentat suicide. On dénombre de nombreux dégâts matériels, des blessés graves et d'importantes pertes en vies humaines. Images et son. NADRA, l'autorité nationale de gestion des papiers d'identité, structure de délivrance de cartes d'identité pakistanaise, c'est elle qui aura été la cible de l'attentat suicide. Un kamikaze taliban portant une bombe a foncé à moto sur les bureaux de l'organisme, faisant plus de 50 blessés graves, d'importants dégâts matériels et au moins 26 personnes tuées. Un bilan non négligeable qui aurait pu être bien plus lourd si la longue file d'attente, comptant plus de 400 personnes au moment de l'attaque, avait été atteinte. Pour plus d'un observateur, cet attentat montre que les talibans pakistanais ont toujours la capacité de mener des attaques d'ampleur en dépit d'une offensive militaire majeure en cours contre le fief. Depuis plus d'une décennie, selon l'Observatoire Soft Asia Terrorism, l'armée pakistanaise fait face à des islamistes armés. Pendant cette période, plus de 27 000 civils et membres des forces de sécurité ont payé de leur vie. Mais depuis 2015, le niveau des violences a considérablement baissé. Ceci du fait des opérations militaires menées depuis 2014 contre les talibans. Mais la menace d'attaque, elle, est toujours plus que permanente. La Chine refuse de renouveler le visa de Ursula Gauthier, la correspondante en Chine de l'hebdomadaire français l'OBS. Ceci après la publication d'un article dans lequel elle critiquait la politique chinoise jugée répressive à l'égard du Tianjin, vaste région en majorité musulmane de l'ouest du territoire chinois. Un ultimatum s'impose. Elle a jusqu'au 31 décembre prochain pour quitter le pays. Cela fait maintenant 6 ans qu'elle est correspondante à Pékin, mais Ursula Gauthier doit maintenant quitter la Chine. Le gouvernement lui refuse le renouvellement de son visa. Elle a jusqu'à la fin de l'année pour quitter le pays. La cause, un article qu'elle a écrit après les attaques terroristes à Paris. Dans son article du 18 novembre, Ursula Gauthier a de manière flagrante promu des actes de terrorisme et l'assassinat de civils, ce qui a suscité l'indignation des Chinois. Elle n'a pas présenté d'excuses sérieuses au peuple chinois pour ses remarques erronées. Une accusation que la Française rejette fermement. Je n'ai pas écrit que je soutenais le terrorisme. Je n'ai jamais soutenu le terrorisme dans mon article. J'ai parlé d'actions terroristes, mais pas pour dire que c'était bien. Dans son article, Ursula Gauthier dit qu'en exprimant sa solidarité pour Paris, Pékin chercherait en retour le même soutien pour sa politique antiterroriste au Xinjiang. Cette région ouïghour, à forte densité musulmane, a connu des attaques meurtrières ces dernières années. L'article n'a pas été traduit dans son intégralité par les médias chinois, dont certains ont lancé une véritable campagne contre Ursula Gauthier. Cette dernière a même reçu des menaces de la part d'internautes. Ce commentaire, par exemple, la traite d'ennemi juré du peuple chinois. Pour certains analystes, la journaliste française a franchi la ligne rouge d'une certaine censure. Elle en paie le prix. Du point de vue de Pékin, mademoiselle Gauthier a dépassé les bornes. Alors c'est la punition qui lui est imposée. Et c'est aussi un avertissement pour les autres correspondants à Pékin de ne pas répéter sa soi-disant erreur. Les médias chinois sont contrôlés de très près, mais les correspondants étrangers sont officiellement libres de couvrir ce qu'ils veulent. Mais Ursula Gauthier serait la première journaliste à être forcée de quitter le pays depuis l'expulsion en 2012 de la correspondante d'Al Jazeera. Ravi de vous avoir fait part de ces nouvelles.